je vous remercie à tous d'être venus ce soir. C'est très bien parce que je vais pouvoir vous faire de la pub pour un ordinateur, en fait. C'est pour ça que je suis venu et pour vous vendre ces accessoires. Cet ordinateur, vous n'avez pas à avoir besoin de l'acheter, heureusement pour vous, puisque vous en possédez tous déjà un. Et le problème, c'est que c'est un ordinateur tellement compliqué, tellement alien. Imaginez que vous ayez reçu d'une machine à voyager dans le temps un ordinateur qui a 3000 ans d'avance sur notre technologie, qui est enfermé dans une boîte, que vous ne pouvez pas ouvrir la boîte sinon il se casse, et que vous vouliez arriver à vous en servir. C'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui avec le cerveau. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux. Et d'ailleurs, ma comparaison avec l'ordinateur, vous allez voir, est quand même assez douteuse, mais elle a quand même un fond de vrai, pas sur le plan technique, mais sur le plan humain, en ce sens qu'aujourd'hui, il existe toute une scène de gens qui ont décidé de trouver la doc et de manipuler leur cerveau comme ils le feraient d'un ordinateur. Ce sont des hackers du cerveau. Alors vous connaissez sans doute l'expression hacker, elle est assez mal reçue, surtout en France. Le mot hacker est souvent identifié à celui de pirate et de méchant qui va piquer votre carte bleue, télécharger de la musique, ce qui est encore pire, enfin des choses de ce genre. Le hacker, c'est pas que ça. Bon, il pirate un peu, mais c'est surtout quelqu'un qui maîtrise un système. Et autour de cette notion de hacker, s'est développée toute une culture, qui est la culture, ce qu'on appelle en gros, souvent ironiquement, la culture geek, c'est-à-dire effectivement des gens qui voient les choses comme des ordinateurs à décrypter. Et cette culture hacker, au début, dans les années 80-90, elle était bien sûr réservée aux ordinateurs. C'est là qu'elle est née. Et puis petit à petit, ces hackers se sont dit, mais pourquoi se contenter de manipuler des ordinateurs? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin? Et alors petit à petit, cette idée du hacking qui consiste à maîtriser un système d'une manière qui n'est pas toujours, je dirais, celle qui est écrite dans la documentation, a commencé à se répandre dans d'autres domaines. C'est-à-dire qu'aux hackers des ordinateurs ont commencé à se substituer les biohackers. Les biohackers, bon, j'en parle très peu ce soir, mais ce sont des gens très intéressants qui ont décidé de faire de la biotechnologie dans leur garage. Ils manipulent l'ADN, ils essayent de créer des bactéries. Bon, ils n'arrivent pas trop pour l'instant, mais ils ont cette attitude-là et il se passe des choses. Il y a aussi des gens qui font du body hacking, c'est-à-dire qui essayent de manipuler leur corps. C'est-à-dire, effectivement, bon, en général, c'est pour essayer d'être en meilleure santé et vivre plus longtemps. Il y en a qui le manipulent d'une autre manière, mais disons que l'esprit est là, et il y a une fameuse phrase qui est tirée du magazine Wired. Wired, c'est la revue américaine qui est le temple des geeks, des hackers et des informaticiens fous. Il dit, un ingénieur, quand il cherche des bugs, il les cherche partout, il les cherche dans un ordinateur, il les cherche dans une machine, mais il les cherche également dans son propre corps, et évidemment dans son propre cerveau. Donc, dans cette culture de hacker, commence à se développer le désir donc de trouver la doc du cerveau et de le manipuler comme on voudrait. Alors c'est à la fois quelque chose de très récent, puisque effectivement c'est une culture qui est toute neuve, mais c'est aussi très ancien. Parce que si le hacking des ordinateurs a 30 ans ou plus, la manipulation du cerveau, on peut remonter au début, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, tout à l'heure, je vous parlais de neurothéologie, je vous parlerai de chamanisme, et effectivement, on peut dire que les premiers hackers du cerveau, c'était les chamans et les hommes préhistoriques. Il y a toujours eu une tentative de manipuler le cerveau. Mais disons qu'actuellement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le désir de le manipuler systématiquement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique ou du sacré, de la religion, où on essaye de manipuler son cerveau, son esprit pour devenir meilleur, plus sain, etc. On n'est pas non plus dans la logique de la psychothérapie ou même du New Age et du développement personnel, c'est-à-dire se sentir mieux, résoudre ses névroses, mais dans le domaine de l'expérimentation. Et ça, c'est vraiment un truc d'informaticien. Alors, ça se passe comment, le hacking du cerveau? Alors, je vous parlais de Wired tout à l'heure, je vous parlais d'un journaliste de Wired qui a décidé qu'il allait justement optimiser son cerveau, qu'il allait s'arranger pour le développer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a cherché dans toutes les publications de neurosciences ce qu'il devait faire. Alors, il a sélectionné un certain nombre de méthodes. Alors, les méthodes, par exemple, le petit-déj. Voilà, le petit-déj, c'est très important si on veut devenir plus intelligent.
Le petit-déj, c'est source de protéines. Alors le mieux, je ne sais pas si ça va vous emballer, c'est donc des toasts avec des haricots. Et si vous avez du courage, vous pouvez essayer le truc absolu au petit-déj pour vraiment booster votre cerveau. C'est un truc anglais qui s'appelle la Marmite. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont goûté ça. Moi, j'ai goûté la version australienne qui était la Vegemite. C'est vraiment bizarre. C'est en fait si j'ai bien compris, c'est une levure fermentée. C'est noir. C'est anglais. Imaginez quelque chose à mi-chemin entre l'anchois, mais très concentré, et à mi-chemin entre l'anchois et quoi d'autre d'ailleurs, l'anchois. Bon, donc ça c'est le petit-déj. Donc il s'est pris des petits-déj comme ça. Ensuite il s'arrangeait pour dormir de tout son soul, parce qu'il faut dormir, il faut bien dormir. Et puis il faisait aussi des expériences un peu bizarres qu'il avait glanées dans des revues de psychologie. Par exemple, il prenait ses douches les yeux fermés. Bon, il paraîtrait que ça augmente les capacités, ce qu'on dit proprioceptives, c'est-à-dire le rapport entre le corps et le cerveau. Il écoutait du Mozart, parce que certains chercheurs ont dit, d'ailleurs on reviendra dessus et ils se sont bien trompés apparemment, que Mozart augmentait le quotient intellectuel. Et comment est-ce qu'il testait tout ça? Eh bien, il se prenait son docteur Kawashima sur Nintendo, je ne sais pas si vous connaissez tous le truc à la pub, et il testait pour voir s'il était meilleur. Ça a duré 3 semaines, son expérience. Bon, à la fin, il se sentait bien. Bon, et c'est intéressant tout ce qu'il raconte, parce que c'est toute l'ambiguïté de cette entreprise. C'est-à-dire que finalement, bon, Dr Kawashima, c'est pas du tout un programme dit sérieux aux yeux des chercheurs en neurosciences, mais c'est le seul qu'on ait, hein, nous autres, les gens nous qui ne sommes pas des chercheurs en neurosciences. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire optimiser son cerveau? Bon, quand quelqu'un se sent mieux, il a l'impression que son cerveau est optimisé, si vous voulez. Donc c'est toute cette démarche hacker et toute la complexité de cette démarche hacker qui consiste en fait à essayer d'adopter une méthode scientifique pour trouver la doc du cerveau, et en même temps on se rend bien compte que vous avez des tas d'effets placebo, que vous avez un manque de moyens, que c'est du bout de ficelle, qu'il y a des hypothèses qui marchent un jour et qui le lendemain sont considérées comme complètement fausses, l'effet Mozart étant l'une d'entre elles d'ailleurs. Donc en fait c'est une vision qui est très complexe. Et là-dessus, il y a aussi quelque chose qu'il faut voir, c'est que ce cerveau, cet ordinateur est tellement alien et tellement en avance sur notre technologie qu'il n'a rien à voir avec un ordinateur de type PC que vous avez chez vous. Alors je vais vous montrer, je ne vais pas vous faire un cours sur le cerveau, d'abord je n'ai pas le niveau pour ça, bon, c'est pas le sujet, mais je vais insister sur 2 ou 3 différences qui vous montrent à quel point, de toute façon, le cerveau c'est justement pas un ordinateur. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le hacker, mais on ne peut pas le hacker de la même manière. Un ordinateur, qu'est-ce que c'est? Ça a été créé sur le modèle de ce qu'on pensait être le cerveau humain, notamment sur ce que Descartes pensait être le cerveau humain. Alors, c'était quoi un ordinateur? Vous avez une boîte, dedans vous avez une unité centrale qui fait des calculs. Cette boîte est isolée du monde extérieur. Donc, elle reçoit des sensations, des inputs, c'est-à-dire le clavier, la souris, la webcam, enfin, etc. Et elle a des outputs, des sorties. Elle produit quelque chose, une image sur votre écran, ou dans les temps lointains de l'Antiquité, elle produisait aussi des listings ou des cartes perforées, enfin des trucs qu'on ne trouve plus trop aujourd'hui. Et donc c'est un peu le modèle de l'esprit qu'avaient des gens comme Descartes, hein, c'est-à-dire le cerveau est isolé, le cerveau, quand je parle du cerveau, c'était même l'esprit pour eux, et ils recevaient des impressions qui d'ailleurs pouvaient être illusoires, puisque Descartes avait créé toute une théorie là-dessus, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait imaginer un esprit qui est trompé par les organes des sens. Et donc c'est un peu ce modèle d'ordinateur. Eh bien le cerveau, c'est pas ça du tout. D'abord, il y a une chose qui se passe avec le cerveau, c'est qu'il n'est pas isolé par rapport au corps. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne recevons pas des impressions que nous traitons en calculant, nous sommes notre action. Notre action est notre perception. Il n'y a pas une perception qui ensuite crée une action. Alors ça a l'air très abstrait comme ça. D'ailleurs, j'ai rien compris quand j'ai lu la première fois. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment de la philosophie bon. Ben non, je vais vous donner un exemple très très simple, qui est une expérience qui montre comment ça marche. C'est une expérience qui est assez vieille, qui a été faite à la fin des années 50 avec des chatons. C'est assez méchant, hein, que les chatons, je sais pas, c'est pas bon. Donc on a pris des chatons juste à la naissance,
Et on les a séparés en deux groupes. Vous savez, les scientifiques aiment beaucoup séparer les choses en groupes comme ça. Ils séparent en deux groupes. Bon. Et ils les ont mis tous les deux dans le noir dès la naissance. Donc ils ne voyaient rien, ces pauvres chatons. Et sauf 1 heure par jour. Alors pendant 1 heure par jour, on les mettait dans une carriole. Alors on prenait le premier groupe de chatons, on le mettait à l'intérieur de la carriole. Et on prenait le deuxième groupe de chatons, et le deuxième groupe de chatons pilotait la carriole. Ils tiraient la carriole comme des chevaux d'une diligence. Et ça, 1 heure par jour pendant 3 semaines. 3 semaines arrivent, on les enlève des ténèbres, et on voit ce qui se passe. Et bien ce qui se passe, c'est que les chatons qui pilotaient la carriole, ils étaient tout à fait normaux, ils voyaient. Mais ceux qui étaient immobilisés à l'intérieur de la carriole, ils étaient encore comme aveugles, alors que bien entendu leurs yeux étaient tout à fait efficaces. Seulement, ils n'avaient pas bougé, donc ils n'avaient pas fait la corrélation entre leur action et leur perception, et du coup, eh ben, c'est comme s'ils ne voyaient pas. Je vais vous donner un autre exemple très bête, c'est une expérience qui est racontée dans un livre par Chris Frith. Vous prenez une pomme et à côté vous mettez une fraise. Et vous dites au sujet de prendre la fraise. Eh bien, il s'avère que si la pomme est à côté, ses doigts seront légèrement plus écartés que si la fraise avait été toute seule. C'est-à-dire que la présence de la pomme, en fait, change la perception pour prendre la fraise. Donc on n'est pas du tout dans une logique d'ordinateur classique avec ça, c'est-à-dire qu'on a toujours un rapport au corps, le cerveau est toujours lié au corps, il n'est pas isolé du corps, il n'est pas isolé de son action. Donc bon, déjà ça c'est un premier problème. Il y en a d'autres des problèmes. Bon, la mémoire ne fonctionne absolument pas comme un disque dur où vous stockez la mémoire, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, avec en fait la mémoire est reconstruite systématiquement chaque fois que nous nous souvenons d'un souvenir. Et puis il y a le problème du calcul. Bon, ce qu'on attend d'un ordinateur, c'est quand même qu'il fasse des calculs justes. Imaginez que vous donniez votre compte à un ordinateur qui se trompe complètement. Eh bien, il se trouve que notre cerveau, manière de calcul et de prise de décision, c'est pas ça, quoi. C'est vraiment pas ça du tout. Exemples qui ont été donnés par un chercheur qui s'appelle Dan Ariely. Vous demandez à des gens, vous leur demandez une date historique, mais vraiment un truc que personne ne connaît, quoi, hein, c'est-à-dire vraiment la date de naissance d'un obscur prince de l'Empire romain germanique, enfin un truc vraiment. Donc le but n'est pas de savoir s'ils connaissent la date, mais ils vont vous donner une date. Et ensuite, vous leur montrez une armoire et vous leur dites, vous la payeriez combien cette armoire? Eh bien, ceux qui ont donné la date la plus basse, le chiffre le plus bas, vont avoir tendance à vouloir payer l'armoire moins cher, parce qu'ils se sont ancrés sur un chiffre. Il a même fait l'expérience avec des numéros de sécurité sociale. Il demandait aux gens de dire leur numéro de sécurité sociale, après il leur dit quel est le prix que vous voulez donner à cet objet. Et bien, ceux qui avaient le numéro de sécurité sociale le plus bas, et ben, ils donnaient des prix plus bas. C'est pas tout, c'est pas tout. Le cerveau humain calcule horriblement mal. Un truc. On va faire un jeu. Soit vous perdez 100 $, soit vous en gagnez 150. Et vous faites l'expérience autant de fois que vous voulez. Eh bien, la plupart des gens vont dire ah non, je ne veux pas faire cette expérience. Et pourtant, statistiquement, non seulement les risques s'annulent avec les gains, mais en plus on a 25% de chances de sortir plus riche qu'à l'entrée. Seulement, on a un cerveau, notre partie du cerveau qui calcule, a très peur du risque. Et en fait, toutes nos décisions se passent à un niveau qui est en dessous de la rationalité et du calcul. Il y a eu une expérience de Damasio, qui est un neuroscientiste célèbre, qui explique ça très bien. Damasio a fait jouer à un jeu de cartes et il leur a fait classiquement, bon, vous devez dire si ce que vous allez tirer est rouge ou noir, et vous gagnez si c'est rouge et vous perdez si c'est noir. Enfin, une expérience assez simple. Et l'ennui, c'est que bon, le jeu était truqué. Un des deux jeux, ils avaient 2 jeux, et l'un était truqué, il y avait beaucoup plus de cartes rouges que de cartes noires. Et pendant ce temps,
quand il faisait faire l'expérience à ces sujets, il testait leur réaction physiologique, notamment ce qu'on appelle la transpiration, les microsudations, c'est-à-dire une petite transpiration qui est sur votre peau et qui traduit du stress. C'est ce qui est utilisé dans les détecteurs de mensonges. Et il s'avère que quand les gens jouaient à ça, quand ils touchaient aux jeux truqués, ils avaient petit à petit leur stress qui augmentait, mais ils ne se rendaient pas encore compte que le jeu était truqué. Ils s'en rendaient compte beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'en réalité, leur corps leur prévenait déjà que, effectivement, le corps, que le jeu était truqué avant qu'ils en aient conscience. Donc, tout cet ensemble de choses fait qu'on est déjà face à un problème de manipulation du cerveau, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus du tout dans une logique, justement, d'ordinateur et de logique. Alors ça, évidemment, c'est extrêmement intéressant. Le sous-titre, c'est « Marché de demain ». Évidemment, ça intéresse beaucoup de monde, ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ça veut donc dire que nos théories économiques sont totalement fausses. Vous savez que les théories économiques de base, vous avez des agents rationnels qui vont réfléchir, qui vont prendre le meilleur intérêt, qui vont choisir selon leur intérêt, leur propre intérêt rationnel. Bon. Or, ce n'est pas le cas. Donc il y a toute une discipline qui est en train de se créer, qui s'appelle la neuroéconomie, qui consiste, le créateur de la neuroéconomie, qui s'appelle Daniel Kahneman, a eu le prix Nobel, qui consiste à penser l'économie en termes de neurosciences. C'est-à-dire, effectivement, reprenant les expériences de Damasio, cette histoire de 150 € contre 100 €, etc., pour essayer de voir comment ça se passe. Alors la neuroéconomie, ça intéresse beaucoup de monde, ça intéresse naturellement beaucoup les publicitaires et les marchands. Alors ils ont créé une doctrine qui s'appelle le neuromarketing, vous avez peut-être entendu parler du neuromarketing, ça a été très à la mode pendant quelques temps, c'était on examinait les ondes du cerveau des sujets, par exemple pour savoir s'ils préféraient le Pepsi et le Coca. Bon, et il s'avère que, il semblerait, je ne suis payé par personne, que les gens en réalité préfèrent le Pepsi, mais que quand on leur demandait qu'est-ce que vous préférez, ils disaient je préfère le Coca. Mais que le Coca, que quand ils disaient je préfère le Coca, en fait c'était les zones verbales du cerveau qui s'allumaient, c'est-à-dire en fait ils réagissaient à la marque Coca, et qu'en fait les zones du goût seraient Pepsi. Bon, le gros problème avec tout ça, c'est que bon, c'est très flou et des fois quand on essaye d'aller jusqu'au bout du neuromarketing, j'avais lu d'ailleurs un article assez délirant là-dessus qui a été publié par le New York Times pendant les primaires américaines où ils analysaient les zones cérébrales des futurs électeurs démocrates pour savoir s'ils préféreraient Barack Obama, Hillary Clinton, il y en avait d'autres encore à l'époque. Et vraiment, c'était du niveau Elisabeth Tessier astrologie, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien, mais ils disaient, nous avons vu dans le cerveau, etc. Et bon, le neuromarketing, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu du flanc, en ce sens qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore décider de qu'est-ce que le cerveau vraiment voit et choisit. Mais la neuroéconomie a des aspects sérieux. C'est-à-dire, même si le neuromarketing, c'est une nouvelle pseudo-science, la neuroéconomie, ça commence à rentrer dans les très hautes sphères de l'État. Vous avez deux économistes qui s'appellent Thaler et Sunstein, qui ont par exemple travaillé sur ce qu'ils appellent la notion de libertarisme paternaliste, c'est-à-dire il ne faut pas faire de loi, il faut simplement pousser les gens gentiment dans un sens. Thaler et Sunstein ont écrit un livre qui s'appelle Nudge, ça veut dire coup de coude, il s'agit de donner un petit coup de coude pour que les gens aillent dans votre sens. Alors l'exemple qu'ils donnent, c'est par exemple une cafétéria, vous voulez que les gens mangent sainement, vous rentrez dans une cafétéria, si vous avez le bar à salade à l'entrée, les gens vont s'arrêter au bar à salade plus spontanément avant d'aller au rayon des hamburgers que si le bar à salade était au fond. Et Thaler et Sunstein proposent d'organiser l'État de cette manière, c'est-à-dire effectivement, bon, c'est des Américains, donc vous savez que les problèmes de retraite ne sont pas les mêmes que chez nous, les gens doivent souscrire à une retraite. Enfin, ça va peut-être changer maintenant, je crois, mais jusqu'ici c'est le cas. Et Thaler et Sunstein ont dit, si vous proposez à quelqu'un qui est employé, si vous ne mettez pas une option, si en fait l'option c'est de ne pas vouloir souscrire à la retraite, les gens vont spontanément souscrire à la retraite. Mais si par contre vous mettez, voulez-vous souscrire
à une assurance retraite, les gens vont répondre souvent non. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on peut comme ça, c'est ce qu'ils appellent le libertarisme paternaliste, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, mais effectivement, on les pousse un petit peu dans un certain sens. Pour vous donner le niveau d'influence de cette pensée, je vous ai parlé de Thaler et Sunstein, le dit Sunstein, Cass Sunstein, est devenu depuis 2008 l'autorité des régulations de Barack Obama. Donc, ça commence à monter, je suppose que c'est aux États-Unis, donc on va attendre 7-8 ans avant que ça arrive en France, et puis bon, ça va arriver en France, et en France on dira qu'on l'a inventé, mais bon, ça commence déjà aux États-Unis. Donc, bon, vous voyez déjà un petit peu donc les limites de notre cerveau, les difficultés qu'on a à travailler avec ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour optimiser notre cerveau? Alors le terme optimiser, bien que je l'ai utilisé moi-même comme titre d'un de mes bouquins, il me gêne beaucoup parce qu'effectivement, il s'agit plutôt d'expérimenter sur notre cerveau et essayer d'en obtenir des résultats aujourd'hui que optimiser le cerveau. Personne aujourd'hui ne sait faire ça. Si je savais faire ça, j'aurais moi-même 3 Nobel, etc. Et c'est pas le cas. Donc effectivement, bon, alors comment est-ce qu'on va faire? Alors on va essayer d'examiner un petit peu toutes les méthodes qui ont été utilisés. Alors on va faire comme pour les ordinateurs. Vous savez, sur les ordinateurs, vous avez des niveaux de programmation. C'est-à-dire que bon, quand vous êtes sur le web et que vous cliquez sur des liens, vous ne vous posez pas la question de savoir ce qui se passe dans l'ordinateur. C'est le plus haut niveau. En dessous, vous avez le niveau des langages de programmation. Le niveau des langages de programmation, c'est les gens qui ont créé les navigateurs. Là, ils se posent déjà des questions qui sont beaucoup plus techniques, mais ils peuvent très bien absolument ne pas savoir à quoi ressemble l'ordinateur physiquement. Et puis vous avez les gars qui bidouillent directement sur la structure de l'ordinateur. Et on va passer comme ça, on va faire une revue par niveau. Alors le plus haut niveau, ça va être le niveau, ce qu'on va appeler de l'éducation et de la culture, mais on va voir s'il y a effectivement des possibilités de repenser l'éducation et la culture en fonction de nos connaissances qui sont encore faibles, je le répète à chaque fois, mais il faut vraiment le garder à l'esprit, dans le domaine du cerveau. Vous avez le second niveau, c'est-à-dire est-ce qu'on peut travailler sur des fonctions simples, notre mémoire, notre concentration, notre anxiété. Et puis vous avez le niveau le plus bas, c'est-à-dire ce qu'on appelle le hardware en informatique, c'est-à-dire l'organisme cerveau. Et alors là, bon, on entre vraiment dans le domaine extrêmement polémique et dangereux des actions chimiques et des actions physiques. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va bidouiller le matériel. Alors on va essayer de commencer à se poser la question du haut niveau. C'est-à-dire est-ce qu'on peut penser mieux? Est-ce qu'il y a des moyens de penser de façon moins bête? Est-ce qu'il y a des méthodes? En fait, c'est la question de la philosophie depuis le début des temps. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme méthode? Alors, il y a plein d'idées. Par exemple, j'ai trouvé sur le site de la CIA un manuel à destination des agents pour qu'ils apprennent à bien penser les choses, à bien penser les informations qu'ils ont. Et en fait, le manuel, c'est assez intéressant parce que quand vous lisez ce manuel, vous apercevez que c'est un manuel de méthode scientifique tel qu'il a été formulé par des philosophes comme Karl Popper. Par exemple, idée toute bête, si vous pensez quelque chose, cherchez d'abord à la réfuter. C'est-à-dire, si vous pensez si vous avez une hypothèse, ne cherchez surtout pas ce qui vient confirmer votre hypothèse. Vous trouverez toujours. Cherchez plutôt l'unique truc qui peut le réfuter. Parce que s'il y a un truc qui réfute votre hypothèse est fausse. Par contre, vous pouvez avoir 200 trucs qui vont confirmer votre hypothèse. Donc le manuel de la CIA, c'est tout ça, c'est apprenez à bien penser, à penser correctement. C'est assez intéressant parce que ce manuel de la CIA va totalement dans le sens contraire de ce que je vous ai dit il y a 10 minutes. C'est-à-dire, il n'y a pas de rôle de l'émotion. Il n'y a pas de rôle du corps. C'est purement de la réflexion intellectuelle. Quand on voit ce qui s'est passé avec la guerre du Golfe, on se demande si le manuel a bien fonctionné. Apparemment, ils n'ont pas cherché à réfuter leur hypothèse sur les armes de destruction massive. Sinon, ils auraient peut-être trouvé quelque chose d'autre. Donc ça, c'est la première chose. Il y a eu d'autres travaux. Par exemple, est-ce qu'on peut parler d'une manière qui nous évite certaines erreurs? Alors dans les années 30, il y avait
un penseur, je ne pourrais pas appeler ça un philosophe parce qu'il ne fait pas partie de l'histoire de la philosophie, qui s'appelle Alfred Korzybski, qui avait émis l'idée qu'en fait nous parlons très mal. Notre langage nous induit constamment en erreur. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à identifier des choses. Et par exemple, le grand danger, selon Korzybski et ses disciples l'ont mis en pratique, c'est le verbe être. Le verbe être, c'est un poison pour Korzybski. Pas le verbe être passé composé, ça on a le droit. Mais le verbe être, je suis quelque chose, vous êtes quelque chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on identifie des choses, et bien effectivement, on bloque notre raisonnement. Donc, les disciples de Korzybski ont créé un langage qui s'appelle le e-prime, où ils essayent de parler sans le verbe être. Est-ce que ça marche? Bon, moi, j'ai un petit peu essayé de m'amuser à faire du e-prime. Bon, ça n'a pas changé ma vie, hein, je vous le dis tout net. Ceci dit, il faut reconnaître qu'on découvre qu'on a quand même plein de préjugés sur les choses, hein. On a tendance à beaucoup identifier les choses. D'autres ont été plus loin. Par exemple, vous aviez un linguiste, en même temps que Korzybski, dans les années 30, qui s'appelait Benjamin Leavenworth, qui affirmait que la langue changeait notre manière de penser. C'est-à-dire que, bon, lui, il avait travaillé sur les Amérindiens, et il était arrivé à la conclusion que les Amérindiens n'avaient pas notre vision du monde, parce que leur langue n'était pas structurée pareil, qu'ils n'avaient pas la même vision de l'espace, qu'ils n'avaient pas la même vision du temps, etc. Alors, c'est une hypothèse qui a été ensuite totalement rejetée par les linguistes et qui, aujourd'hui, revient doucement du côté des neurosciences. Alors, je vais vous donner un petit exemple de ce qui se passe avec les langues. On a fait une expérience avec des Russes et des Anglais. Il se trouve que les Russes ont un mot supplémentaire qui désigne la couleur entre le bleu et le vert. Je suppose que ça doit être assez analogue à turquoise, mais bon, c'est un mot qu'ils utilisent couramment. Et donc, on a demandé à des Russes et à des Anglais, on leur a fait passer des cercles bleu-vert et entre les deux, de cette nuance, et on leur a demandé de nommer la couleur de ces cercles. Mais on rajoutait un petit quelque chose. On leur disait des fois, effectuez une tâche non verbale, c'est-à-dire visualiser une image, ou effectuez dans votre tête une tâche verbale, c'est-à-dire rappelez-vous une liste. Quand ils utilisaient une tâche non verbale, leur hémisphère, vous savez que le cerveau est divisé en deux hémisphères, leur hémisphère linguistique fonctionnait à plein rendement. Quand on leur demandait d'utiliser une tâche verbale, leur cerveau linguistique était occupé. Eh bien, il s'avère que les Russes, qui reconnaissaient cette troisième couleur quand ils utilisaient une tâche non verbale, avaient tendance, dès qu'ils devaient se rappeler une liste, à avoir beaucoup plus de mal et mettre beaucoup plus de temps pour reconnaître cette nuance. Et ils tombaient plus dans le système de pensée des Anglais. Ce qui laisse à penser qu'effectivement, le fait d'avoir dans leur langage un mot qui désigne quelque chose entre le bleu et le vert, tant que leur langage, tant que leur hémisphère du langage est actif, ils pouvaient l'utiliser, et quand justement il était occupé par autre chose, ils n'arrivaient plus à bien l'utiliser. Donc il y a du vrai dans cette théorie. Donc question de manipulateur, question de personne qui veut optimiser son cerveau, est-ce que si je change de langage, je vais augmenter mes capacités intellectuelles? Alors, il y a eu des tentatives. Vous avez par exemple un langage qui s'appelle le Lojban, qui est un langage logique, justement, c'est-à-dire qui s'inspire à la fois des thèses de Worf et de Korzybski, qui essaye de... C'est un peu comme l'espéranto, mais l'espéranto, ça se veut juste universel. Le Lojban, ça veut en plus réagir aux règles de la logique, et les grands adeptes du Lojban espèrent que, grâce au Lojban, les gens penseront plus logiquement. Comme il doit être 600 dans le monde, pour l'instant on ne sait pas trop, mais effectivement vous avez des tentatives comme ça. Alors ça fait rigoler pour le Lojban, parce qu'on se dit bon c'est encore trois dingues, comme toujours dans le milieu hacker, etc. Mais Worf et Korzybski, ils ont eu une postérité, ils ont été totalement rejetés, comme je disais, par les philosophes, par les linguistes, personne. Mais alors il y a des gens qui ont été fascinés par ces penseurs, c'est les créateurs de l'informatique. Et en 1962, il y a quelqu'un qui s'appelait Douglas Engelbart, qui a écrit un texte qui est exactement le sujet de ce dont on parle ce soir. Le texte s'appelle « Comment augmenter l'intellect humain ?» 62. Et Douglas Engelbart, vous connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez sans doute ce qu'il a inventé. Douglas Engelbart est l'inventeur de la souris. Et qu'est-ce que se disait Engelbart? Engelbart s'est dit « Mais si Worf et Korzybski ont raison, si on utilise des outils pour penser qui sont différents
des outils habituels de la pensée, on pourra amener les gens à devenir plus intelligents, finalement. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Engelbart? Il a inventé l'idée, effectivement, de créer des interfaces homme-machine qui permettraient aux gens de penser différemment. Donc, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Ça, je ne sais pas. De toute façon, je suis obligé de dire à chaque fois est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, c'est je sais pas toujours la réponse. Donc pour ça, c'est très simple. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est influent? C'est-à-dire qu'effectivement, la pensée d'Engelbart, on est tous dedans complètement aujourd'hui. Alors donc, bon, on voit quand même qu'il y a déjà... Bon, à ce niveau culturel, on peut aussi travailler, certains l'ont fait, sur justement l'idée des mouvements. Je vous ai dit tout à l'heure qu'effectivement, vous vous souvenez, les chatons, il faut bouger, etc. Ben, certains chercheurs se sont rendus compte que les enfants apprenaient mieux s'ils gesticulaient. Alors j'ai lu, il y a des gens ici qui font du théâtre, je pense qu'ils le savent mieux que moi, qu'effectivement, on apprendrait mieux ces textes de théâtre en bougeant. Je ne sais pas, mais bon, peut-être quelqu'un pourra me donner la réplique là-dessus. Et donc effectivement, bon, il y a aussi des nouveaux systèmes d'éducation qui sont maintenant aujourd'hui basés sur le corps. Donc effectivement, vous avez déjà ce premier niveau, c'est-à-dire est-ce qu'on peut travailler sur le langage? Peut-être pas directement, mais est-ce qu'on peut travailler sur l'interface avec le monde? Et ça, c'est quelque chose qui donc a influencé des gens comme Engelbart et qui influence aussi beaucoup aujourd'hui les gens qui travaillent en réalité virtuelle. Vous savez qu'aujourd'hui, vous connaissez la réalité virtuelle, maintenant, tout le monde sait ce que c'est, vous êtes dans un monde 3D, vous avez un avatar, vous bougez dans un monde virtuel, c'est le jeu vidéo, et on a découvert que ça avait une action sur le cerveau absolument formidable. C'est-à-dire qu'effectivement, on soigne aujourd'hui des syndromes post-traumatiques, justement, de vétérans revenus de la guerre d'Irak. On les a soignés en faisant jouer à des espèces de jeux vidéo pour revivre leur trauma, etc. On a découvert des choses tout à fait bizarres sur le cerveau via les mondes virtuels. C'est-à-dire que si, par exemple, alors c'est aussi côté négatif, côté positif, si bon, vous êtes représenté dans un monde virtuel par un avatar, si cet avatar est grand par rapport aux autres avatars, eh ben, il aura plus de chances de réussir une transaction que s'il est petit. S'il est fortement sexué, c'est-à-dire mâle ou femelle, mais franchement mâle ou femelle, il aura plus de chances de réussir une transaction que s'il est un peu androgyne. Mais, aspect intéressant, si vous êtes petit et que vous utilisez un avatar grand, il semblerait que du coup, vous réussissez plus de transactions dans le monde virtuel et que du coup, ça booste un peu votre confiance en vous. Donc, on commence à se dire, on pourrait utiliser comme ça les mondes virtuels pour quelque part optimiser notre cerveau. Ce qui nous amène d'emblée au deuxième niveau, qui est celui des fonctions simples, c'est-à-dire la mémoire, la concentration, etc. Est-ce qu'on peut travailler par exercice? Et donc le domaine, qui est un petit peu mon domaine favori, je l'avoue, celui des jeux vidéo. C'est-à-dire que on a parlé de Dr Kawashima tout à l'heure, effectivement, alors parlons de marché, hein. Le gros marché aujourd'hui, qu'est-ce que c'est dans le domaine des jeux vidéo? Vous savez que ce n'est pas du tout les jeux pour joueurs fous qui passent 6 heures à casser du troll. Non, le jeu vidéo aujourd'hui qui fonctionne, c'est le petit jeu occasionnel, genre Dr Kawashima, genre la Wii, etc. Où effectivement on vous dit, oui, vous allez être plus en forme, vous allez être plus intelligent, etc. Bon, alors donc Dr Kawashima, il existe le docteur Kawashima, hein, c'est pas un personnage de manga. Il y a vraiment un psychologue qui s'appelle Kawashima qui travaille sur l'augmentation des potentialités intellectuelles, mais il a juste donné son nom au jeu. Hein, c'est pas lui qui l'a conçu du tout. Alors est-ce que ça marche, docteur Kawashima? Alors là encore, vous avez plein de contradictions. Par exemple, il y a eu une recherche qui a été faite sur une école anglaise. On faisait jouer à des mômes Dr Kawashima un quart d'heure avant d'entrer en classe de maths. Et il semblait qu'après, ils étaient meilleurs. Vous avez un chercheur français qui s'appelle Alain Lieury, qui lui a fait faire la même chose, mais avec des exercices de calcul mental classique. Et il dit, oui, ben ça marche aussi bien. Donc en fait, Dr Kawashima, c'est de l'arnaque. Parce qu'en fait, en réalité, vous faites acheter à des mômes ce qu'ils pourraient faire directement avec un crayon et un papier. Bon, moi je veux bien. Ceci dit, il y a quand même une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous faites jouer des mômes à Dr Kawashima un quart d'heure avant leur cours, ils vont y jouer. Vous leur donnez un crayon et un papier, vous leur faites faire des exercices de calcul mental, amusez-vous pour le faire faire. C'est très bien en expérience psychologique, mais c'est là que justement vous avez tout l'aspect marché, etc. C'est-à-dire que les gens jouent à des jeux et les gens ne font pas des exercices. Alors, est-ce que Dr Kawashima marche? Il y a plein de choses qui sont débiles dans Dr Kawashima. Par exemple, il vous donne votre âge cérébral à la fin. Bon, ça n'a aucun sens. Est-ce que ça augmente les capacités? On ne sait pas.
Pour l'instant, on ne sait pas. Bon, moi j'ai essayé pendant un certain temps de jouer à Dr Kawashima, je ne peux pas dire que ça a changé ma vie non plus, mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient très, très puissamment ennuyeux aussi, parce que c'est quand même assez médical, en fait, comme jeu. Mais donc, bon, il y a aujourd'hui quand même des sociétés de recherche qui travaillent sur ces exercices mentaux. Vous avez une société américaine qui s'appelle Posit Science, et vous avez une société française, comme son nom ne l'indique pas, qui s'appelle Happy Neurone, qui travaille vraiment avec des gens qui sont atteints de maladie d'Alzheimer, etc., pour voir si on peut faire reculer par ces exercices la maladie d'Alzheimer. Bon, ceci dit, là, je vous ai parlé justement des jeux, je dirais, les plus basiques, justement, ceux des fonctions. Mais ceux qui marchent peut-être le plus, ceux qui augmentent peut-être plus l'intellect, c'est peut-être les vrais gros jeux, ceux dont je parlais, c'est-à-dire les jeux de stratégie en temps réel, les jeux de rôle, etc. Parce qu'on a fait aussi plein de recherches là-dessus, et on a découvert qu'effectivement, ça avait des capacités très intéressantes. On a fait jouer, par exemple, à des seniors, un jeu qui s'appelle Rise of Nations. Rise of Nations, c'est un jeu c'est un jeu de stratégie en temps réel. Le grand classique, c'est Age of Empire qui est de ce genre. C'est-à-dire, c'est un jeu où en fait, vous devez simultanément faire la guerre à votre adversaire et en même temps faire fonctionner le commerce. Éventuellement faire fonctionner la religion parfois, s'arranger pour que la nourriture arrive, etc. Et en fait, il s'avère que les gens qui ont joué pendant cette expérience à Rise of Nations avaient effectivement des augmentations d'un certain nombre de capacités intellectuelles qui étaient liées au fait de pouvoir transférer constamment son attention. C'est-à-dire qu'ils devaient passer sans arrêt d'une tâche à une autre. Par contre, ça n'augmentait pas leurs capacités mémorielles les plus simples. On leur demandait de se souvenir d'une liste de noms. Pareil que d'habitude. Par contre, effectivement, dans d'autres domaines plus subtils, ça marchait. Et ça, c'est très intéressant parce que là aussi, on a un marché qui est donc le marché du jeu vidéo. Et vous pouvez être sûr que, bon, déjà avec Kawashima, ça commence, mais ça va se multiplier. Vous pouvez être sûr que l'argument, ça augmente l'intellect, ça va devenir un élément du marché du jeu de demain. Et effectivement, il y a plein de choses intéressantes. Il y a un auteur américain qui a écrit un livre dont j'adore le titre, ça s'appelle « Tout ce qui est mauvais est bon pour vous ». Qui explique qu'en gros, tout ce qui est critiqué par les élites, en fait, ça contribue à ce qu'on appelle l'effet Flynn. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'effet Flynn. L'effet Flynn, c'est qu'en fait, le quotient intellectuel augmente depuis un siècle, régulièrement. Donc, les gens deviennent plus intelligents. D'après les calculs, si on croit que le quotient intellectuel, c'est devenir plus intelligent. Je ne rentre pas dans le débat parce qu'il est très complexe, mais en tout cas, ils augmentent leur quotient intellectuel. Et ça ne peut pas être génétique parce qu'en un siècle, on ne peut pas faire des transformations génétiques. Donc c'est quelque part dans l'éducation qu'il y a l'effet Flynn. Et d'après Berlin Johnson, justement, c'est tous les trucs idiots comme la télé et les jeux vidéo qui augmenteraient comme ça les capacités intellectuelles. Et il raconte un truc qui est arrivé avec son fils. Son fils avait 7 ans et il jouait à un jeu qui s'appelait SimCity. SimCity, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une espèce de jeu où vous devez construire une ville en monde virtuel et puis s'arranger pour que... C'est un peu comme Rise of Nations, mais la guerre en moins. C'est-à-dire, effectivement, vous vous occupez juste de la ville. Et il n'arrivait pas, l'auteur qui s'appelle Stephen Berlin Johnson, n'arrivait pas à faire fonctionner sa ville. Et il y a le gamin de 7 ans qui est arrivé derrière lui, qui regardait ça et qui a dit « Peut-être tu devrais baisser les impôts dans les zones ouvrières ». Et effectivement, bon, on voit qu'effectivement les jeux permettent peut-être, justement, alors ça c'est très intéressant, d'augmenter comme ça, de donner une espèce des capacités qui sont peut-être pas si facilement mesurables, mais qui sont peut-être très intéressantes et très importantes pour l'avenir. Donc ça c'est une des possibilités. Donc est-ce que maintenant, alors là pour le coup il y a un marché énorme qui va se développer, qui est déjà en train de se développer, puisque c'est le marché de la Wii par exemple beaucoup, et c'est le marché de la DS, etc. Et donc ça va être intéressant de voir comment les choses vont se développer. Alors maintenant on va descendre dans le niveau le plus bas, le plus inquiétant, c'est-à-dire effectivement est-ce qu'on peut agir directement sur le cerveau et à quel prix? Alors ça, bien sûr, on peut le faire. Ça, Roger Gilbert-Lecomte, qui était un poète de la première moitié du XXe siècle, avait dit « Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est pas le rire, c'est la pipe ». Lecomte est mort très jeune parce qu'il prenait du laudanum, hein. Donc il connaissait son sujet et il a été jusqu'au bout du sujet. Mais donc vous avez comme ça tout
toute la question des drogues. Alors la question des drogues, elle se repose aujourd'hui de façon beaucoup plus acérée que dans le temps. Parce que dans le temps, les drogues, c'était surtout pour trouver le calme, une espèce de sérénité, ou éventuellement, comme on verra après, pour voir Dieu. Pour dire la chose très simplement. Maintenant, on commence à parler de smart drugs. C'est-à-dire, ça fait depuis une quinzaine d'années qu'on se dit, est-ce qu'il y a des drogues qui augmentent les capacités intellectuelles? Alors, vous en avez qui, heureusement, sont considérées comme pas trop dangereuses. La caféine, par exemple. Alors, la caféine, petit conseil des chercheurs, c'est pas la peine de vous bourrer de café très fort. Ça sert à rien. Ce qu'il faut faire, d'après eux, c'est toutes les heures avaler une petite dose de caféine, par exemple, dans du thé vert. Parce que la théine et la caféine, c'est la même molécule, hein, c'est pareil. Donc si vous prenez du thé vert toutes les heures, vous allez avoir un fonctionnement optimal de la caféine, nous disent-ils. Bon, moi j'ai essayé, et c'est vrai que ça marche bien, c'est vrai qu'au 7e thé vert, vous êtes vraiment en forme. L'ennui, c'est que c'est la fin de la journée. Alors vous êtes très en forme pour entrer dans le métro, mais bon, c'est vrai qu'il y a vraiment une efficacité qui est beaucoup plus forte que se taper un café très fort. Ça j'ai essayé, je reconnais. Il faut être du soir, quoi. C'est tout. Maintenant, vous avez d'autres drogues. Par exemple, bon, on a fait un sondage, la revue Nature, qui est une espèce de... si vous voulez, la Bible américaine, anglaise plutôt, je crois, Nature, c'est anglais, je crois, plus qu'américain. C'est la Bible des revues scientifiques. C'est être publié chez Nature, c'est, pour un scientifique, c'est vraiment l'absolu, quoi. C'est vraiment le truc. Et Nature a fait un sondage informel, je m'empresse de dire qu'il est informel, c'est-à-dire non eu des réponses que de ceux qui ont bien voulu répondre. Ils ont demandé aux scientifiques, est-ce que vous prenez quelque chose? Il s'avère que 30% des gens qui ont répondu ont affirmé prendre de la Ritaline, qui est quelque chose qui augmente la tension, du modafinil, qui fait à peu près la même chose mais avec des effets légèrement différents, ou des bêta-bloquants pour se calmer, pour pouvoir travailler de manière plus claire. Donc ça veut dire que quelque part vous avez une culture, tout à l'heure Jean-Daniel parlait justement des liens entre la contre-culture et la culture scientifique, vous avez un exemple dérivé dans l'usage que font les scientifiques de certains produits chimiques. Hein, donc, alors vous avez plusieurs sortes de smart drugs. Donc, vous avez des drogues qui augmentent la mémoire, comme le piracétam, c'est-à-dire que ça permet de mieux faire passer la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. C'est-à-dire ce que vous voyez et que vous allez oublier dans 5 minutes, et ben vous aurez plus de facilité à l'enregistrer de manière définitive grâce au piracétam. Quelqu'un qui est un neuroscientifique, je me souviens d'une conférence qui a dit ça aurait peut-être tendance à vous rendre un peu bizarre parfois. De se souvenir un peu trop de choses absolument insignifiantes. Mais bon. Vous avez donc la Ritaline. La Ritaline, c'est surtout ce qu'on appelle un dopaminergique. Ça augmente la sensation de récompense quand vous faites une tâche. La caféine aussi, c'est un dopaminergique, mais la Ritaline, c'est plus fort. La Ritaline, c'est donné aux enfants qui ont du déficit de l'attention. Vous avez le modafinil, alors lui qui agit sur tout et rien à la fois, et qui, paraît-il, serait absolument extraordinaire sur les capacités intellectuelles. Moi, je ne peux pas vous répondre là-dessus, parce que je n'ai pas essayé. Mais bon. Donc vous avez comme ça des tas de produits de ce genre qui commencent à exister. Et vous avez des questions éthiques qui commencent à se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... D'abord, il y a les questions d'efficacité, il y a les questions de danger. Il n'y a pas de recul sur ces produits. Est-ce qu'au bout de 30 ans, ils ne vont pas vous flinguer? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que c'est pour les sujets sains? C'est-à-dire, est-ce que si vous donnez de la Ritaline à un sujet sain, ce sera la même chose que quelqu'un qui a un déficit de l'attention? Ça, c'est la deuxième question. Et la question, c'est, ces produits, ils agissent sur un truc et pas sur un autre. Par exemple, la Ritaline, apparemment, ça augmente la capacité à faire des études, mais il semblerait que la créativité, ça soit pas du tout quelque chose qui soit pris en compte. Alors là aussi, c'est pareil. Certains vont dire que oui, d'autres vont dire que non. Mais enfin, c'est pour vous dire à quel point c'est quand même difficile d'agir à ce niveau chimique. Vous avez aussi des effets physiques. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, mais si vous jouez à des jeux vidéo, vous le voyez systématiquement. En 97, les enfants japonais voyaient un dessin animé des Pokémon, et brusquement, il y a eu des crises d'épilepsie qui se sont déclenchées. On a découvert que les images, à un certain rythme, pouvaient déclencher chez certains des crises d'épilepsie. C'est pour ça que maintenant, chaque fois que vous ouvrez un jeu vidéo, même si c'est un jeu d'échecs, allez savoir pourquoi, on vous dit avertissement sur l'épilepsie. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que ce système-là a été aussi utilisé par d'autres
pour obtenir des sensations de type mystique ou religieuse. Vous avez un poète beatnik qui s'appelle William Burroughs, qui avait créé avec son ami Brian Gysin une machine qui s'appelait la Dream Machine. C'était un truc qui vous envoyait, c'était un stroboscope qui envoyait à peu près 8 éclairs lumineux par seconde, et il affirmait que par ce biais, il pouvait acquérir des visions. Alors la Dream Machine, bon, ça c'est un truc qu'on trouve surtout dans des trucs d'art, maintenant dans des galeries d'art, etc. Mais vous avez des Dream Machines en ligne, hein, c'est-à-dire sur Internet, vous cherchez Dream Machine dans la Wikipédia, il vous donnera le lien pour voir vous-même votre propre Dream Machine sur l'écran. Bon, j'ai essayé, ça m'a donné mal aux yeux. Mais bon. Vous avez un autre exemple qui s'appelle les bits binauraux. Alors ça a marché sur moi, ce truc. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un son qui est stéréo et qui a une légère différence hertzienne entre l'oreille gauche et l'oreille droite. Et ça fait une espèce de son qui fait bou, 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 comme ça. Le cerveau recrée une espèce d'ondulation et effectivement qui se synchroniserait, dit la théorie, avec les ondes alpha et permettrait d'entrer dans des espèces d'états de calme et de sérénité extraordinaires. Je dois dire que... Bon, ceci dit, il y a tout un marché. Alors, il y a un marché des bits binauraux. Vous avez sur iPhone un truc qui s'appelle eDozer qui vend des bits binauraux. N'achetez jamais de trucs pour faire des bits binauraux. Vous avez des applis gratuites sur Internet. N'achetez jamais. Là, c'est de l'escroquerie. Pas parce que c'est inefficace, mais qu'il n'y a aucune raison d'acheter. Donc, bon, tout ça, là, vous avez tous ces exemples. Et alors, effectivement, bon, et puis il y a les drogues hallucinogènes, les drogues psychédéliques. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est quand on voit l'histoire des drogues psychédéliques, on s'aperçoit que c'est complètement lié à la communauté scientifique. C'est-à-dire qu'en fait, qui a lancé en fait le mouvement hippie dans les années 60 ? C'était des chercheurs en psychologie et en neurosciences. Hein, c'était des gens comme Timothy Leary, qui était un chercheur, comme Richard Alpert, etc. Ou Albert Hoffman, qui a découvert le produit, un petit peu à son corps défendant d'ailleurs. Donc effectivement, au point que Wired, dont je vous ai parlé au début en disant c'est la revue des geeks, c'est la revue des hackers, a appelé le LSD la drogue des geeks, la drogue des hackers. Parce qu'effectivement, c'est très très apprécié par les hackers encore aujourd'hui. Et effectivement, bon, alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on touche au problème des hallucinogènes, on touche au problème de Dieu. Alors, vous savez, bon, on termine toujours les choses en disant « et Dieu dans tout ça hein ?» Donc, je vais poser la question « et Dieu dans tout ça ?» Bon, Dieu, j'en sais rien, mais effectivement, vous avez tout un ensemble de travaux sur ce qu'on appelle la neurothéologie, c'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on peut créer volontairement des extases mystiques, grosso modo. Alors, vous avez quelqu'un qui s'appelle Persinger, qui utilise pour ça la stimulation magnétique transcrâniale, c'est-à-dire qu'il vous envoie des champs magnétiques dans le cerveau, et il affirme que... qu'on arrive à, comme ça à des extases mystiques si on appuie sur certains points du cerveau. Certains ont essayé et disent que c'est extraordinaire, d'autres ont essayé et n'ont rien senti du tout. Et c'est toujours le gros problème avec ces expériences, c'est que ça marche toujours sur l'un et pas sur l'autre. Donc on ne sait jamais, on n'a jamais de possibilité de dire c'est ça, c'est pas ça. Mais vous avez tout un ensemble de recherches sur la neurothéologie qui ne va pas, qui ne 5 minutes, c'est ça? Non, pas du tout, je vais remonter ma branche. Ah, d'accord. D'accord. Donc oui, vous avez toute une série d'expériences qui ne touchent pas du tout à des drogues très puissantes. Vous avez des chercheurs comme Achille et Newberg qui, par exemple, ont travaillé sur le rituel et qui se sont demandé comment la religion marchait. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, il semblerait que dès que vous entrez dans un rituel et que vous commencez à avoir un comportement un peu bizarre, eh ben, la zone de votre cerveau qui s'appelle l'amygdale va commencer à s'activer en se disant « oh là là, il se passe quelque chose, là c'est bizarre, il y a un danger ». Donc vous avez une augmentation des zones de vigilance à ce moment-là. Et en même temps, c'est lié à quelque chose de répétitif, etc., qui va avoir tendance à agir sur des zones de votre cerveau qui déterminent vos limites, les limites de votre corps. C'est-à-dire, effectivement, vous avez la sensation d'être là, etc., mais ces limites peuvent être transformées. Vous pouvez avoir l'impression que votre corps fusionne avec le reste de l'univers si vous agissez sur certains points du cerveau. Donc effectivement, pour eux, la religion pourrait comme ça travailler sur des zones cérébrales particulières. Alors ça aussi, marché et politique. Qui a été le premier à faire de la neurothéologie comme ça? C'était un certain Hassan Issaba, qui, nous dit la légende, ça devait être au XIIIe siècle, c'est celui qu'on appelait le vieux de la montagne, avait créé l'ordre des assassins, qui viendrait de Hashishins, dit-on.
c'est-à-dire fumeur de hashish, c'est très très contesté cette étymologie. Et qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il affirmait pouvoir faire? Il faisait prendre à ses disciples quelque chose. Alors on a dit que c'était du hashish, mais c'est vraiment pas crédible, parce que le hashish, à l'époque, c'était connu par tout le monde. Les gens n'auraient pas été surpris, mais bon. La légende dit que c'était du hashish, et ils se réveillaient dans le paradis d'Allah, et c'est-à-dire ils voyaient les houris, les jardins, etc. Ils étaient sûrs d'avoir vu le paradis, et après ils étaient prêts à mourir pour le vieux de la montagne. Premier neurothéologien manipulateur. Bon, donc vous pouvez imaginer demain qu'effectivement on puisse travailler comme ça sur la religion, sur la neurologie. C'est une possibilité qui est assez effrayante, mais finalement on le fait depuis le début. Maintenant on aura simplement le matos pour le faire un peu mieux, quoi. Donc voilà une possibilité. Donc vous voyez effectivement que vous avez comme ça des marchés comme ça qui se dégagent, et ça va continuer, hein, c'est-à-dire que effectivement ça intéresse beaucoup de monde, le cerveau. Ça intéresse qui d'abord? Qui finance aux États-Unis 90% de la recherche en neurosciences? Ben, c'est l'armée. L'armée est passionnée par la neuroscience. Son rêve, c'est de créer un soldat qui, par exemple, serait optimisé cérébralement. Alors vous avez des tas d'inventions comme ça, hein, c'est-à-dire qu'ils ont par exemple travaillé sur des jumelles qui permettent de voir dans l'inconscient. Ça, c'est absolument fascinant. C'est-à-dire que vous savez, quand vous regardez quelque chose, le corps, hein, vous vous souvenez de l'expérience de Damasio, va peut-être repérer un danger que l'esprit ne va pas repérer. Donc il s'agit de jumelles qui sont branchées sur le cerveau et qui signalent des ondes cérébrales que il y a peut-être quelque chose de dangereux dans ce que le soldat vient de voir, et qu'il ferait peut-être mieux de regarder mieux. Alors bon, vous avez ces exemples-là. Il y a d'autres gens qui s'intéressent au cerveau. Il y a la justice. Hein. Si on pouvait imaginer effectivement des super détecteurs de mensonges. Et là aussi, vous avez des travaux là-dessus. Vous avez par exemple la technologie dont on est en train de parler du brain fingerprinting. Le brain fingerprinting, c'est le cerveau réagit quand il est surpris. C'est pas comme le détecteur de mensonges, c'est pas une émotion, on détecte la surprise. Donc on présente à un suspect différents éléments, et s'il ne marque aucune surprise, s'il ne reconnaît pas ces éléments, peut-être qu'il est innocent. Dans un cas, le brain fingerprinting a aidé quelqu'un à être acquitté. Dans un autre cas, ça n'a pas permis d'échapper à un autre à la peine de mort. Et pourtant, il n'avait rien reconnu des lieux du crime, d'après ses recherches cérébrales. Donc, autre marché. Et enfin, vous avez le marché des futuristes fous. Alors ça, c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, certains se disent, mais le cerveau humain, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Où est-ce qu'on peut aller? Vous avez remarqué que je vous ai parlé de plein de trucs, je vous ai pas parlé des implants dans le cerveau. Ça, c'est le rêve de la science-fiction. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut implanter Google dans le cerveau? Et par exemple, j'ai besoin de savoir quelque chose, hop, ça arrive dans mon cerveau. Pour l'instant, on sait pas faire, et on sait même pas comment ça sera fait un jour. Donc c'est pour ça que je vous en ai pas parlé, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui permet de déterminer ce genre de choses. Par contre, il y a certains qui s'imaginent des choses sur le cerveau, qui imaginent le développement du cerveau humain très très au-delà de notre biologie. D'ailleurs, ça contredit un peu ce que je vous ai dit sur le corps. Donc on voit qu'il y a quand même encore plusieurs écoles. Certains envisagent quelque chose qui serait l'uploading. L'uploading, c'est prendre notre cerveau. Vous savez que notre cerveau est fait de cellules qui s'appellent des neurones. Ces neurones sont reliés entre elles. Et donc faire une cartographie de ces neurones et d'envoyer cette cartographie sur un programme d'ordinateur pour que le cerveau soit simulé sur ordinateur. Ça vous permettrait plusieurs choses. D'être immortel d'abord, quand même, ça aide. Et ensuite, ça vous permet d'être copié, ça vous permet de le modifier à loisir, etc. Vous allez me dire qui sont les fous qui pensent ça? Les fous qui pensent ça, ce sont souvent des chercheurs en intelligence artificielle qui sont, à part ça, tout à fait sérieux, comme Marvin Minsky ou comme Hans Moravec. Et leur grand truc, c'est l'idée que l'intelligence va arriver à un niveau, que ce soit par des machines ou par l'optimisation du cerveau, eux ils penchent plutôt vers les machines, à un niveau où l'intelligence va devenir telle qu'effectivement elle va nous projeter dans un futur qui n'a rien à voir avec ce qu'on envisage aujourd'hui. C'est ce qu'ils appellent la singularité. Et il est intéressant, marchez toujours, de remarquer qu'il y a aujourd'hui une Singularity University, une université de la singularité, et que parmi les financiers, il y a Google et la NASA. Donc on est quand même dans des domaines où il y a des gens quand même qui ont les moyens, etc., qui s'intéressent à ce genre de choses. Alors l'uploading, on en est très loin, mais certains imaginent comme ça des scénarios pour l'avenir du cerveau qui sont extraordinaires. Par exemple, certains imaginent les Jupiter Brain. Les Jupiter Brain, c'est quoi? C'est l'idée de cerveau de la taille de Jupiter, hein, tout simplement. Une fois qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut aller très loin. Il y a le Matryoshka Brain, c'est-à-dire quelque chose de la taille de Jupiter, mais en plus sous forme d'anneau, ce qui paraît que c'est mieux pour l'énergie.
Donc vous pouvez imaginer comme ça des choses absolument extraordinaires. Bon, et ce que je vous raconte peut vous paraître complètement utopique, mais il faut toujours penser en termes de feedback. C'est-à-dire que les gens qui pensent singularité, qui pensent uploading, sont également ceux qui aujourd'hui vont prendre une tasse de thé vert toutes les heures. Hein, c'est-à-dire que c'est les mêmes personnes, c'est la même façon de penser. Donc effectivement, bon, quand on regarde des domaines comme ça, il faut toujours prendre en compte le mythologique en réalité. Il ne faut pas trop se gausser du mythologique parce que le mythologique est souvent ce qui permet à des gens de travailler sur le monde réel, sur certaines choses. Moi, j'ai connu dans ces milieux dits transhumanistes, par exemple, quelqu'un par mail, il avait raconté ça, et ben, il se prenait des patchs de nicotine alors qu'il ne fumait pas. Pourquoi ? Parce que certaines hypothèses obligent, la nicotine serait une smart drug. Bon, je ne sais pas comment il va, le gars, aujourd'hui, mais c'est vous dire que c'est dans ce milieu-là que s'expérimentent les travaux sur le cerveau, et que c'est cette culture, effectivement, de hackers, de futuristes, etc., qui est en train, aujourd'hui, d'expérimenter là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Bon, pour l'instant, je vous ai dit, à chaque fois, je vous ai dit, j'en sais rien, on ne sait pas, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout, et ça, je voudrais conclure là-dessus, on n'est pas du tout dans le domaine du développement personnel, du coaching, du New Age, etc. Pour l'instant, on ne sait pas, on ne sait rien. Ceci dit, on expérimente, et tous ces gens qui travaillent sur leur cerveau, bon, certains vont se faire beaucoup de mal, je pense. Certains vont peut-être se faire du bien. Et comme a dit un scénariste de bande dessinée que j'aime bien, qui s'appelle Alan Moore, tous ces gens méritent sans doute quand même le respect qu'on doit aux pionniers, parce que les flèches qu'ils ont dans le dos nous indiquent peut-être la bonne direction. Et je vais conclure là-dessus. Et si vous avez des questions, bien sûr, je suis prêt à vous répondre. Alors, pour les questions, Alice viendra vers vous, passera le micro pour qu'on puisse bien entendre et enregistrer votre question. Donc, levez la main si vous voulez poser une question. Je vais poser la première. On a annoncé pompeusement dans le programme, donc je pense que ce serait bien que tu nous en dises un mot. Aussi, l'utopie, le rêve ou la folie ou le programme des NBIC, est-ce que ça a un rapport avec le cerveau? Alors, totalement. NBIC, justement, c'est un acronyme qui a été utilisé par quelqu'un qui s'appelle William Bainbridge au début des années 2000, qui a écrit la convergence NBIC pour l'amélioration des performances humaines. Vous voyez qu'on est en plein dedans. Alors, c'est quoi les NBIC? Très simple, c'est nanotechnologie, c'est-à-dire travailler au niveau moléculaire de la matière, biotechnologie, c'est-à-dire travailler sur le vivant, informatique, mais informatique, pas faire des fiches de paye à la série, hein, informatique au sens intelligence artificielle, ordinateur quantique, enfin l'informatique vraiment à haut niveau, et C pour la cognition. C'est-à-dire qu'effectivement, le programme NBIC parle d'utiliser toutes ces technologies très futuristes pour augmenter les performances humaines, hein, c'est ce que dit le rapport NBIC. Alors comment la nanotechnologie, parce que bien sûr la nanotechnologie nous permettrait d'avoir des nanorobots dans le corps, par exemple, hein, et alors dans le cerveau, je vous laisse imaginer ce que c'est. La biotechnologie, ben, on en a parlé pour la chimie, etc. L'informatique, parce qu'aujourd'hui, quand même, la seule technologie d'optimisation du cerveau qui existe, comme je vous en ai parlé, c'est quand même en réalité le déport de nos capacités mentales vers le réseau informatique, et donc la cognition. Donc tout ça est complètement lié, et c'est complètement lié aux rêveries transhumanistes et à la singularité, la NBIC. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le projet général, c'est l'idée d'une convergence, c'est-à-dire que ces 4 sciences vont converger vers un unique but qui est en gros ce qu'on peut appeler le post-humain, c'est-à-dire effectivement un être immortel, super intelligent. Voilà. C'est déjà bien. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez dit effectivement tout à l'heure que le cerveau se trompait quand même énormément de fois. Quid quand même des capacités de calcul développées, par exemple, qu'on trouve chez des calculateurs prodiges, les explications qu'on peut mettre, qu'aujourd'hui on met derrière, effectivement.
Alors, il y a quelqu'un qui a fait des recherches là-dessus. Bon, je vous les donne verbatim, hein, ces recherches, parce que je ne sais absolument pas si c'est valable ou pas. Hein. Mais il y a quelqu'un qui a fait des recherches intéressantes là-dessus, qui s'appelle Alan Snyder, qui lui affirme, et ça c'est intéressant en termes d'optimisation du cerveau, c'est-à-dire que ce que dit Snyder, c'est qu'en fait, on ne peut pas optimiser le cerveau entièrement. On optimise simplement des bouts. Et que les calculateurs prodiges, s'ils sont capables de faire des calculs prodiges, c'est effectivement parce qu'ils n'utilisent pas d'autres zones du cerveau. Et ce que Snyder affirme, ça j'ai vraiment du mal à le croire, enfin bon, ça demanderait à être vérifié, c'est qu'en utilisant la stimulation magnétique transcrâniale, celle dont je vous ai parlé à propos de Persinger pour les extases mystiques, mais à d'autres niveaux, en inhibant certaines parties du cerveau, il augmenterait certaines capacités cérébrales qui du coup auraient entre guillemets, plus de place. Il affirme avoir augmenté les capacités de dessin de ces sujets en 15 minutes. J'ai beaucoup de mal à y croire, mais ceci dit, il faut peut-être voir. Hein. Alors, c'est intéressant quand même chez Snyder, c'est quelqu'un, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est intéressant, c'est quelqu'un qui est notamment l'un des fondateurs d'une boîte qui s'appelle Emotive System. Et Emotive System est une des premières sociétés qui propose pour les joueurs des casques pour lire les ondes cérébrales. Vous avez le casque Epoch, qui est donc des Emotive System, et vous avez l'autre qui est le Neurosky, qui est une autre marque, moi j'ai un Neurosky, qui effectivement vous permet de lire les ondes cérébrales, ou enfin qui... pour vous donner un exemple, le Neurosky a une électrode pour lire les ondes cérébrales, l'Emotive System en a 16, et un vrai casque d'électroencéphalogramme chez le docteur en a 128. Donc c'est vous dire quand même qu'on est quand même à des niveaux très bas de détection, mais enfin c'est quand même rigolo, hein. Donc c'est intéressant aussi de voir effectivement ces matos. Mais pour en revenir aux histoires de calculateurs prodiges, effectivement l'une des idées de base, c'est que en fait on optimise, quand on optimise quelque chose, on minimise une autre partie. C'est une théorie qui est intéressante. Merci. Vous n'avez pas évoqué la civilisation aztèque, maya ou inca, et utilisation entre autres des... Bon, je dirais on retombe dans les drogues, champignons. Alors, et ma deuxième question qui n'a rien à voir, quelles sont les zones universitaires où il y a le plus de recherches sur le sujet que vous avez abordé? Alors, pour les zones universitaires, je ne pourrais pas vous répondre. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup aux États-Unis, mais je ne suis pas du tout expert effectivement dans cette partie-là du travail. Pour la civilisation aztèque et maya, moi je trouve ça extrêmement intéressant, effectivement, parce qu'elles ont eu un usage absolument monstrueux des champignons, etc. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, bon, à l'époque c'est toujours quelque chose que je donne contre-exemple quant aux applications trop simples, aux visions trop simples des applications de toutes ces technologies. Dans les années 60, on disait les champignons, le LSD, c'est l'amour universel. Et c'est créé chimiquement. Hop, vous prenez ça, vous avez l'amour universel. Bon, les Aztèques étaient de gros consommateurs de mescaline. Je ne pense pas qu'ils rentrent dans la catégorie d'une civilisation qui était dominée par l'amour universel, puisque je crois que c'était 20 000 sacrifices humains par an à l'époque de l'arrivée des Espagnols, si mes chiffres sont exacts. Et ça montre justement à quel point ces choses... Et ce qui est intéressant, et ça je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu quelque part, que les Aztèques prohibaient l'alcool, qu'ils considéraient comme dangereux, ce qui est quand même assez intéressant. Alors ça, je ne sais pas si... Je vous donne ça, je l'ai lu quelque part, je ne sais pas jusqu'où c'est authentique, mais c'est vous dire à quel point tous ces produits, même les plus spectaculaires, comme les drogues, les champignons, etc., où on se dit ça a un effet, c'est très très dur de savoir exactement l'effet que ça fait, en réalité. Ça fait un effet toujours en rapport avec la culture et en rapport avec un contexte. C'est-à-dire que quelque chose qui peut faire un gentil hippie à San Francisco va vous transformer en guerrier sanguinaire dans la civilisation aztèque. Ce qui est quand même très intéressant. En ce qui concerne les gens qui ont des grandes capacités de calcul, et ça viendrait confirmer la théorie du savant dont vous donniez le nom tout à l'heure, ce sont les autistes. Et donc qui en fait ont une partie du cerveau extrêmement développée pour calculer extrêmement rapidement, mais qui d'un autre côté ont quand même des perturbations importantes. Alors en plus les autistes c'est un sujet extrêmement intéressant aujourd'hui justement par rapport à toutes ces données, parce qu'il y a aujourd'hui un mouvement
chez les autistes, justement. C'est-à-dire qu'il y a le mouvement dit de la neurodiversité. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a plusieurs types d'autistes, hein. Il y a les autistes de haut niveau et les autistes de bas niveau, mais la définition d'autiste de haut niveau et de bas niveau est aussi extrêmement floue. C'est-à-dire que bon, un autiste peut être considéré de bas niveau, être extrêmement intelligent, ou l'inverse, etc. Et beaucoup d'autistes disent, et ça c'est intéressant, nous ne sommes pas des malades, nous pensons différemment. Et c'est vraiment ce qu'on appelle le mouvement de la neurodiversité, qui est un mouvement qui a été créé par des autistes bon, de haut niveau, mais je vous dis, la définition de haut niveau est quand même quelque chose d'un petit peu flou, puisque parmi les créateurs du mouvement neurodiversité, vous avez quelqu'un comme Jim Sinclair, qui est quelqu'un qui n'a parlé qu'à l'âge de 12 ans, qui est donc considéré comme un autiste de bas niveau, et qui aujourd'hui est quelqu'un de tout à fait capable de s'exprimer. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez complexe, mais vous avez effectivement, et alors ça c'est tout un ensemble, toute une réflexion qu'il faut lancer justement, non seulement pour l'autisme, mais pour de la dyslexie, de la dyspraxie, de beaucoup de choses qui sont considérées comme entre guillemets des handicaps, qui sont des handicaps, parce que c'est très dur de vivre avec, de toute façon ce sont des handicaps, mais effectivement ce sont aussi des choses qui révèlent effectivement parfois des capacités. Par exemple, le nombre de dyslexiques qui ont réussi des choses absolument extraordinaires dans la société, c'est énorme. Les gens qui ont du déficit de l'attention, il semblerait que le déficit de l'attention permette de faire Il y a beaucoup de gens qui sont considérés comme déficitaires de l'attention aujourd'hui dans l'histoire et qui, en fait, ont très bien réussi leur vie. Je crois que Bill Gates est un déficitaire de l'attention, par exemple. Concernant les autistes et ce qu'on appelle les autistes de haut niveau, c'est-à-dire le syndrome d'Asperger, il est très probable que, par exemple, Isaac Newton avait un syndrome d'Asperger. Bon, on lui doit quand même beaucoup de choses. Donc effectivement, c'est intéressant parce qu'on voit, et c'est le gros problème de l'optimisation du cerveau en général, c'est que optimiser, c'est peut-être toujours diminuer. Et des gens comme les autistes sont déjà dans cette logique-là, effectivement. Oui, encore une question. Je me rappelle, dans les années 95, quand le net est apparu, et dans des articles sur les hackers, qui étaient déjà là, manifestement, cette idée, qui est sans doute une grande utopie, mais on peut se dire que les mouvements dans le monde arabe en seraient peut-être les prémices, cette idée que le réseau lui-même, à un autre niveau, est un cerveau. C'est-à-dire que nous sommes les axones et les neurones d'un cerveau planétaire, et le fantasme ou le rêve, ou peut-être aussi une autre façon d'attendre Dieu, qu'à un moment, ce cerveau puisse prendre conscience. Alors ça, c'est vrai que ça date des années 90, hein, c'est encore très présent. Hein, c'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai parlé des gens qui étaient sur la singularité. L'un des modèles de la singularité, c'est l'idée que le réseau accède à l'intelligence. Vous avez un auteur de science-fiction qui s'appelle William Gibson, qui a été très influent sur l'histoire de la science-fiction, mais qui a aussi eu une grande influence sur les chercheurs à Internet, etc. Tous ces romans parlent de l'arrivée de ce qu'il appelle lui le cyberspace et de l'accession à l'intelligence de ce cyberespace. Et aujourd'hui, vous avez quelqu'un comme Kevin Kelly, qui est l'ancien rédacteur en chef de Wired, on trouve toujours Wired, qui lui dit aussi, bon, il y a peut-être effectivement un cerveau global qui est en train de naître et qui va jusqu'à suggérer l'idée d'une espèce de SETI. Vous savez, le SETI, c'est rechercher les extraterrestres dans les étoiles, mais d'un SETI sur le réseau pour repérer l'émergence d'une intelligence au sein du réseau. Et c'est quelque chose de très... C'est vrai que ça date des années 80-90, c'est vrai que c'était les débuts de l'Internet, mais c'est encore très très présent chez beaucoup d'activistes du net. Hein. C'est quelque chose qui est encore là. Une question ? Donc pour conclure, je vais vous poser une dernière question personnelle, à moins que quelqu'un ait une question. Moi, ce que j'ai aimé dans votre livre, c'était à la fois votre passion et votre amusement, c'est-à-dire cette position à la fois engagée et en même temps, on sent bien un rire derrière tout ça. Donc je voulais que vous parliez un tout petit peu de vous, parce qu'on le sent aussi, c'est-à-dire que vous êtes passionné, mais vous voyez quand même les choses en gardant un œil fermé et un autre ouvert, il me semble. Avec un clin d'œil, non ? C'est-à-dire qu'en fait, bon, en gros, moi, ce que je me dis, c'est qu'effectivement, bon, il faut être très clair. Tout ça, on est vraiment, bon, comme je dis, dans le flou, dans le délire, etc. Bon, je suis persuadé, effectivement, ça c'est mon point de vue, que ce délire, ce flou, cette folie, est ce qui crée effectivement de l'innovation. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai raconté, il y a peut-être 1% qui va s'avérer vrai. Mais encore, 1 pour 1000 peut-être, de toutes ces recherches, de tous ces délires. Mais si c'est 1 pour 1000, c'est déjà pas mal.
Tandis que si effectivement très vite on ferme le regard sur ce genre de choses, il y a des choses dont on n'est pas conscient. Je reprends ce que tu disais tout à l'heure sur l'histoire d'Internet et le cerveau global, etc. Et on parlait des révolutions dans le monde arabe. Bon, qu'ai-je pas entendu sur les enthousiastes du net qui ne comprenaient rien, qui étaient complètement utopistes, que vraiment c'était n'importe quoi, que c'était du fantasme, etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que c'était peut-être du fantasme, etc., mais que quand même, quelque part, les structures sociales du monde entier ont été changées. Alors, peut-être pas dans le sens exact de ce qui a été dit, mais ceux qui disaient en 80-90, attention, et tu parlais des années 80-90, les premiers activistes du net, c'était même pas l'Internet. C'était ce qu'on appelait les BBS, c'est-à-dire les petits ordinateurs reliés par téléphone localement. Il y avait Internet dans les facs, mais personne n'avait accès à Internet à part les étudiants des facs. C'était dans début des années 90, et même le web existait, mais il n'y avait pas de navigateur web, il faut le faire quand même. Donc, effectivement, le web a été créé en 89 en tant que protocole, mais c'est en 92 qu'on a créé Mosaic. Mais ces activistes, ces utopistes du net, ils ont quand même vu quelque chose au niveau du réseau qui, aujourd'hui, explose à la figure de tout le monde. Et effectivement, bon, ce qui se passe avec l'optimisation du cerveau, j'aime pas ce mot optimiser, je l'utilise aussi, parce que bon, si je commence à faire des tas de guillemets, etc. Mais bon, on va dire la manipulation du cerveau, l'automanipulation du cerveau. Ça va être pareil, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on se dit qu'est-ce que c'est que ces dingues qui s'avalent des produits, qui se mettent des espèces de casques sur la tête, bon. Et dans 30 ans, ça n'aura peut-être rien à voir avec ce qui se dit aujourd'hui, mais c'est quand même les gens qui aujourd'hui font ça qui vont peut-être donner naissance à quelque chose.